le MCP, en tout cas, c'est un grand sujet. On était au salon de la Big Data et de l'IA mercredi dernier. Le MCP, ça en parle beaucoup pour plein de raisons et on va pouvoir expliquer un peu tout ça. Mais on va se présenter un peu rapidement, que vous ayez un peu de contexte, un peu qui on est et pourquoi on est là ce soir. Donc rapidement, qui on est? Donc fondateur et cofondateur évidemment de Déclic, le groupe. On a 2 structures aujourd'hui au sein de Déclic. Une structure qui s'appelle Déclic AI, qui fait, comme son nom l'indique, de l'intelligence artificielle. Alors ça veut tout et rien dire. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est surtout des productions sur mesure, et aujourd'hui, on déploie une plateforme qui s'appelle Evo, qui est une plateforme qui est un chat comme ChatGPT, ni plus ni moins, 100% souverain, propulsé par notre cher sponsor et partenaire sur ce produit qui est Ionos, deuxième plus gros hébergeur de France, enfin d'Europe. Et donc on propose aujourd'hui une plateforme 100% souveraine avec des multimodèles, avec l'ensemble des outils qui vont bien et surtout sans abonnement, disposés pour les entreprises. Voilà. Et puis Déclic Invest, qui est un fonds d'investissement technique, ni plus ni moins qu'un incubateur, si on peut résumer ça comme ça, pour des startups à impact. Et aujourd'hui, on accompagne 5 startups dans leur développement et dans leur déploiement de produits. Bonjour, je vous en prie. Voilà un petit peu qui on est et ce qu'on fait de notre quotidien. C'est ça. Bon, bref, voilà, une histoire d'une rencontre, 2 profils, une vision, 2 expertises. On s'est rencontré avec Pierre-François il y a 3 ans sur le toit d'un bâtiment, alors pas fini, bref, à Angers, puisque nous sommes une boîte angevine, lors d'un meet-up. Moi étant un ancien DSI dans la FinTech, Pierre-François montait sa boîte, moi j'avais besoin d'un dev, donc on a collaboré 1 an et demi sur plein de projets qui étaient sympas, et puis après, moi l'aventure s'est terminée parce que ça faisait 7 ans que j'étais là, et à un moment j'ai dit bon, les gars c'est bien gentil, j'ai fait le tour. Et j'ai proposé à Pierre-François de monter cette boîte. Et c'est comme ça que l'aventure est née. Exactement. Voilà, donc un aspect plutôt, vous allez comprendre, stratégique, vision entreprise, vision un peu plus impact sur les projets de ma part. Et une version beaucoup plus technique, mais sans aucune problématique à échanger sur des aspects aussi très souverain et très évidemment toujours en corrélation avec pourquoi on le fait et à quoi ça sert, de Pierre-François, qui est son expertise. Voilà, et c'est à peu près là où normalement j'arrête de parler pendant au moins un quart d'heure. Non, tu auras bien des choses, à dire après. Vous allez m'entendre quand même temps. C'est ça. Bref, aujourd'hui on est venu vous parler du MCP, forcément. Nous, on a décidé de choisir une approche un peu métaphore pour présenter le MCP. Et on va vous parler de l'ère du chaos des chargeurs. Je pense que l'image va très vite vous parler. Nous avons tous des smartphones en notre possession jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'à ce que l'Union européenne décide de mettre l'USB-C comme étant la norme des câbles à fournir avec les différents devices, et ben avant on avait un peu de tout. On pouvait avoir du Lightning, du Lightning, ancien port propriétaire d'Apple, qui est encore à dispo sur quelques produits encore. On a eu du USB-A, du micro USB, enfin bref, on en a eu à toutes les sauces. Et donc, on vous a mis une petite image d'un petit tiroir rempli de câbles divers et variés pour montrer en fait que quand l'IA générative est arrivée sur le marché et que les projets ont commencé à germer dans les esprits, il y a eu une problématique, c'était de se dire c'est cool, mais comment je branche ça moi? Parce que j'ai un outil qui peut utiliser de l'USB-A. J'ai un autre outil qui utilise la micro USB, j'ai un autre outil qui utilise du Lightning. Bref, un chaos sans nom où on essaie de se dire l'idée elle est cool, l'idée elle peut avoir de l'impact, mais moi la connectique que je mets derrière, comment ça se passe en termes de dev notamment. Et c'est là que généralement on commence à s'arracher les cheveux. Et c'est pourquoi le MCP est arrivé, je vais vous en donner un peu plus en détail juste après, mais grosso modo pour faire simple, le MCP arrive comme un hub. On va pouvoir plugger dessus tout type de connectique. Mais dans tous les cas, la sortie vers le LLM sera forcément un USB-C. Donc vous, ce qu'il faut vous dire, c'est que peu importe l'outil que vous avez, une fois que vous avez votre petit câble qui est branché sur ce fameux hub, la transmission vers le LLM, sur le modèle d'IA génératif, il n'y aura plus vraiment grand-chose à réfléchir derrière. Ça va se faire de manière assez simple. Donc voilà, c'est cette image un peu axée connectique qu'on a voulu utiliser pour faire notre petite entrée en matière là-dessus.
Maintenant, c'est bien joli de parler de MCP, mais qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Eh ben, MCP, c'est pour Model Context Protocol, et c'est un standard qui a été propulsé par Anthropic. Donc Anthropic, c'est l'entreprise qui est derrière Claude, Claude AI, Claude Desktop, voilà, toutes ces solutions en GenAI. Et eux, en gros, ils sont arrivés pour se dire, bah, il faut qu'on trouve une solution, en fait, à cette problématique de on a des projets, on veut brancher des LLM dessus, mais ça peut très vite tourner à l'usine à gaz. Donc c'est pour ça que MCP est arrivé avec vraiment cet objectif de il faut standardiser tout ça, il faut standardiser l'accès aux outils, il faut standardiser les sorties, il faut mettre quelque chose pour dire que peu importe le fournisseur de solutions en LLM qu'on a derrière, quand on veut le câbler sur des outils, que ça se fasse naturellement, autant pour les devs que pour ceux qui vont imaginer les solutions derrière. Et donc la philosophie du MCP, bah, c'est justement ce côté open source qui est très apprécié, indépendant bien évidemment des modèles. Donc, vous pouvez utiliser du Llama, du Mistral, du Gemini, et peu importe que vous soyez chez Google, chez Claude ou chez OpenAI, dans tous les cas ça fonctionnera. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là qu'il faut en garder. Ouais, le MCP, c'est peut-être vous parler ce qu'on appelle le Vendors Locked-in. C'est quand on verrouille un outil. Moi, je l'ai vu. Alors, j'espère qu'il n'y a personne de chez Salesforce, parce que vous allez peut-être me taper dessus, mais Salesforce, c'est le meilleur du Vendors Lock-in. C'est-à-dire, je vous vends une solution où une fois que vous êtes chez nous, impossible d'en sortir, parce que tout est connecté. Et si vous voulez sortir quoi que ce soit de chez Salesforce, c'est un enfer, et bon courage. Vous en avez pour 3 ans, globalement. Donc, le MCP évite ça, parce que du coup, ça évite qu'on se plug à des outils où après on est verrouillé. Là, on a la liberté après de pouvoir effectivement, bah tiens, demain c'est plus OpenAI, c'est Gemini, bah, ce sera Gemini. Demain c'est plus Gemini, c'est Claude, ou Mistral, ce sera Mistral. Et puis pas obligé de repayer une prestat d'un expert spécialisé en Salesforce. C'est Généralement, ça coûte un sacré billet. Oui, un peu trop d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc il y a aussi ce côté-là de pouvoir s'en séparer. Tout à fait. Voilà. Donc en termes de souveraineté, le MCP a apporté une petite couche de liberté et de souveraineté à tout ça, puisqu'on en fait ce qu'on en veut. Voilà. Donc pour vous imager encore un peu tout ça, j'ai réalisé un petit schéma, alors très basique, pour montrer un petit peu comment ça se passait avant l'arrivée d'MCP. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir différents outils. Donc je les ai arbitrairement appelés outils 1, 2, 3, parce que derrière on peut mettre du Jira, on peut mettre du Notion, on peut mettre du Slack, j'en passe, vous mettez l'outil que vous voulez derrière, exact. Et de l'autre côté, on a nos fameux modèles LLM. Donc là j'ai choisi arbitrairement pareil, OpenAI, Mistral et Gemini. Et donc forcément, pour chaque projet, quand il fallait se connecter à un outil, bah, la plupart du temps, les devs avaient besoin de se dire il faut que je mette en place toute ma connectique, tout mon réglage, mon routing pour aller taper avec OpenAI sur mon premier outil et après faire la même rengaine sur l'outil 2 parce que forcément chaque outil a ses petites spécificités, donc il faut analyser la doc, ainsi de suite. Donc voilà, avant MCP, on était obligé de se dire bon bah j'ai un modèle, j'ai X outils, et donc il faut que je développe X passerelles pour aller interroger cet outil, faire les divers traitements dont j'ai besoin, les récupérations de data, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc bien évidemment, si vous commencez l'aventure avec OpenAI et que pour une raison X ou Y, OpenAI a fait quelque chose qui ne vous plaît pas et que vous devez passer chez Mistral, retour à la case départ, on doit tout redévelopper, même s'il y a des similitudes en termes d'usage, pour avoir développé en utilisant les deux LLM, on retrouve à peu près le même schéma d'appel API, ça prend un peu le même principe, mais il n'empêche que il faut aller voir comment ça se passe chez votre nouveau fournisseur pour mieux comprendre ce que vous faites et d'être sûr que le branchement se passe au mieux. Donc c'est pour ça que... oui. Et le diable se cache dans les détails. Tout à fait. Exact. Donc voilà le chaos que c'était de mettre en place des solutions avant l'arrivée de MCP. D'où les 4 points de douleur, en gros, qu'on a plutôt à s'expliquer. Donc déjà d'une, la complexité de mettre en place cette solution. La deuxième, c'est le coût, parce que forcément, il faut attribuer des équipes, il faut qu'il y ait toujours du monde derrière pour vérifier que ça tourne, pour faire les updates, les mises à jour, ainsi de suite, ainsi de suite. L'opacité aussi, donc c'est de se dire, ok, c'est cool, mais avant MCP, l'IA, enfin le LLM, il faut lui donner un certain nombre d'informations pour qu'il puisse faire exécuter votre requête, et vous n'êtes pas à l'abri des fois, si c'est mal fait, que votre LLM décide de faire un peu un truc à sa sauce, et donc là vous perdez, entre guillemets, un petit peu la main sur certaines choses. Et donc l'avantage de MCP, c'est qu'il règle un peu ce côté opaque, car vous le verrez très bien, la logique métier, c'est vous qui allez lui expliquer comment faire,
Et votre LLM sera juste un assistant avec un énorme bureau et plein de boutons. Et il comprendra que quand il reçoit une requête A et que le bouton rouge A permet d'y répondre, il appuie sur ce bouton. Il ne cherche même pas à comprendre ce qui se cache derrière. Le bouton fait son traitement, ça ressort une sortie. Il vous dit « Ok, c'est bon, voilà ton résultat ». Enfin bref, je reviendrai un peu plus en détail là-dessus après. Et bien évidemment la sécurité parce que avant tout ça, bon, c'était un petit peu une galère d'éviter tout ce qui était injection SQL et autres, j'en passe. Mais voilà, il y avait un petit peu ce côté boîte noire un peu. Ouais, puis il y avait aussi la notion de gestion de coûts. Oui. Les calls API, ça a des coûts à droite à gauche, ça avait des consommations de tokens qui étaient assez effrénées parce qu'à chaque fois qu'il y avait une erreur, il fallait réappeler et ça renvoyait de la data. Là, on va le voir après, mais le MCP, globalement, a aussi permis aux boîtes et aux projets de pouvoir rallier sur des coûts de gestion, des coûts d'infrastructure qui sont plus faibles et surtout en termes d'API et en termes de tokens, on est quand même sur des consommations beaucoup plus limitées. Donc, forcément, ça plaît aussi aux clients parce que lui, la renta, ça a son importance. Exactement. D'où le fait que MCP se propose comme une solution standardisée, une architecture standardisée, c'est-à-dire que là où avant on devait développer X liaisons d'un LLM vers les outils, en fait maintenant c'est MCP, c'est un peu la boîte à outils où dedans vous explique qu'un marteau ça sert à taper sur des clous, un tournevis ça sert à visser des vis. Votre LLM en fait il va juste dans le serveur MCP, il va choper l'outil qui va bien pour aller récupérer son information et après hop, terminé, il reçoit sa réponse et tout va bien. Et donc là, plus besoin de réfléchir, se dire ouais mais OpenAI fonctionne comme ça, Mistral fonctionne comme ceci, Gemini comme ceci. Ça c'est terminé, maintenant ils vont tous taper dans cette boîte à outils, l'outil fait son job, sa logique métier, donc en fonction de votre contexte métier, il y aura un certain code qui va se cacher derrière, mais grosso modo ça prend une entrée, ça vous ressort la sortie que vous attendez, et le LLM récupère cette sortie du MCP et la traduit en langage naturel derrière. Voilà. C'est vraiment, grosso modo, ce qu'il faut en retenir. Donc ici, un câble plus le bon adaptateur est égal à un branchement standardisé. C'est un peu l'idée qu'il faut en garder. Donc maintenant, c'est bien beau de raconter comment fonctionne MCP, mais qu'est-ce qui se cache en fait finalement derrière ce hub, ce fameux hub. En fait, les deux piliers de MCP reposent sur deux choses. D'une, les resources, donc les ressources, ça va être le fait de lire vos informations, ce qu'on appelle aussi la lecture en read-only. L'idée, c'est que, donc là, je spoil avec mon exemple un petit peu la démo qu'on va faire. On va manipuler un système de gestionnaire de tickets sur une base de données en SQL, entre autres. L'idée, c'est que vous allez avoir votre ticket avec une nomenclature d'identifiant. Et donc, si je veux consulter un ticket Intel, en gros, le MCP, je veux le ticket 123. Hop, lui, il a une URI, et il sait où est le ticket, et il va chercher ses petites infos, il va les lire, et il me ressort ce que je veux derrière. Et ensuite, on a les tools, donc ces fameux outils. Et ça, c'est les actions que vous allez demander à votre LLM derrière pour réaliser certaines tâches, bien évidemment de manière sécurisée et contrôlée. Donc là, nous, en l'occurrence, dans notre fameux gestionnaire de tickets, ici, ça va être de se dire, moi, mon service, je veux les aider à gérer ce système-là de manière plus simple. Donc, il va y avoir un petit assistant qui va être plugué quelque part sur, je ne sais pas si ça va être un CRM ou un logiciel, peu importe, mais de se dire, moi, j'ai un humain qui n'est pas, un utilisateur, en face, qui n'est pas très à l'aise avec les outils. Donc, s'il peut parler en langage naturel à cet outil-là, de dire, j'ai besoin de créer un ticket pour mentionner que j'ai un problème avec l'usage de telle fonctionnalité, de pouvoir mettre une priorité, de dire que c'est moi, Pierre-François du service RH, je n'arrive pas à faire ma manip. Hop, le LLM, il va récupérer la requête, il va se dire, ok, d'accord, mon utilisateur veut créer un ticket, est-ce que dans ma boîte à outils, j'ai ce qu'il faut pour créer ce ticket-là? Il va pas l'inventer l'action, à aucun moment on lui dit, c'est bon, YOLO, vas-y, tu y vas, tu fais tes petits travaux, et moi je regarde à la fin si ça va bien ou pas, et si la baraque tient encore la route. Non, pas du tout. Ici, on lui dit, tu vas pouvoir créer des tickets, tu vas pouvoir les modifier, tu vas pouvoir créer des commentaires, les associer à un ticket, et il va s'en tenir à son périmètre. Il ne va pas pouvoir déborder derrière. Donc voilà, c'est ça, ces outils. On lui dit, dans ton chantier, tu peux faire X actions. C'est tout. Point barre. Et tu ne peux pas déborder. Et donc vous, derrière, ça vous évite les petites dérives de se dire, oups, le LLM a décidé que c'était très intelligent de faire un delete dans ma BDD. Non, ça c'est bon, on lui interdit. Vu qu'il ne l'a pas dans ses outils, il ne va pas le faire. Ouais, c'est une gestion du cyber-risque. Clairement, aujourd'hui, vous limitez son champ d'action et
son champ de data, ça évite, voilà, comme je disais, les injections SQL, etc. Et ça évite beaucoup de sujets RGPD et de sujets effectivement de cyber-risque. Ouais. Donc voilà, ces fameux 2 piliers. Maintenant, arrêtons de parler avec des slides et allons voir un petit peu comment ça se cache sous le moteur, pour faire simple. Ici, hop, MCP, pour le mettre en place, ça se divise en 2 parties. Vous allez donc avoir un serveur, forcément, pour mettre à dispo votre boîte à outils. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur fond noir, est-ce que c'est suffisamment lisible? Tout le monde voit, tout le monde, c'est bon? Non. Ça passe. Fond blanc, essaye fond blanc. Ou un zoom, ou un fond blanc. En bas, là, c'est peut-être ton thème curseur. Affichage, je ne sais même plus comment on gère le thème. Un pomme virgule, là? Je sais pas, pomme virgule sur le curseur, il donne pas un... Non, on éteint. Rideau, terminé. Lumière. Oui, ça, c'est une option. Tiens, juste là, cher ami. Et mieux? Ah, Fantastique. Fantastique. Parfait. Donc oui, pour mettre en place le MCP, on a besoin, donc certes, on a vu les 2 piliers, mais il y a quand même 2 autres briques à prendre en compte. La première, c'est que vous devez développer un serveur, forcément, pour mettre à dispo tout ça. Et la deuxième brique qu'on va voir, c'est développer le client qui va interroger du coup ce serveur et qui va faire appel à votre modèle d'IA génératif que vous voulez plugger derrière. Donc là, ici, le serveur, pour faire simple, on va avoir pas mal de choses. On va récupérer du coup le SDK d'Anthropic sur le MCP. Ici, pour cette démo-là, on va faire tourner tout ça en mode local. Donc tout va se passer sur notre terminal, on ne va pas être connecté spécialement à l'extérieur. Ma base de données, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un environnement Docker qui tourne derrière. Voilà, donc tout est en mode local, mais après, bien évidemment, on va vous donner quand même les pistes qui vont bien pour passer du local à la mise en production, donc passer avec le protocole HTTP que certains connaissent déjà bien. Ici, du coup, donc on récupère le SDK de Anthropic pour mettre en place notre serveur, notre configuration. Donc là, ici, je vais revenir là-dessus sur cette partie-là après. Ce qu'il faut, c'est dans votre serveur, connecter tout ce dont vous avez besoin. Donc là, ici, moi, dans mon cas, j'utilise une base de données en Docker. Donc je vais lui expliquer, OK, cette base de données, tu peux t'y connecter. Il y a un host, enfin, il y a un j'arrive plus à trouver le mot en français, c'est terrible. Non, là où il est hébergé, quoi. Un hébergeur, ouais. Voilà. Le port d'accès, l'utilisateur qui y sera associé. Oui. Le mot de passe pour pouvoir se connecter à la base de données et bien évidemment la base en question qu'on va vouloir manipuler. Là ici, bien évidemment, vu que c'est en mode pool, j'ai décidé de mettre un nombre limite de connexions à 5, comme ça je peux avoir que 5 connexions simultanées dessus, mais bon bref, ça c'est du détail. Mais voilà, grosso modo, sur votre serveur, il faut vous dire, ok, il y a une base de données, où est-ce qu'elle est? Comment on y accède et comment tu peux te brancher dessus pour pouvoir lire et faire potentiellement le travail que tu auras à faire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça, c'est de la méthode pour faire mes requêtes avec mes transactions. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie. C'est qu'ici, c'est bien beau de faire du code en TypeScript. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un curseur qui t'as pas payé. Le curseur qui a décidé de péter un boulon. Tac. Merci. Voilà, donc ici, c'est bien beau de faire du JavaScript ou du TypeScript, mais là, il faut dire, OK, il faut déclarer notre serveur. Dire, OK, là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est un serveur MCP qui va être dédié à brancher des modèles d'IA générative. Donc ici, il faut lui donner un petit nom pour le retrouver de l'autre côté derrière, de dire que c'est bien lui qu'on va aller interroger. Le numéro de version, ça, c'est en fonction de comment vous allez itérer sur ce projet-là. Ici, vu que c'est un POC, 1.0 pour le coup. Et derrière, on va devoir penser à plusieurs petites choses. En fonction du modèle que vous allez utiliser d'intelligence artificielle générative, certains vont pouvoir autoriser des formats de sortie, d'autres ne sont pas encore à l'heure sur ce type de format. Nous, ici, pour cette démo, on utilise Mistral, du coup. Donc Mistral, on le verra sur la partie code en Python qui arrive juste après. Mais pour la petite anecdote, en mode local, Mistral, le LLM, arrive à gérer que des réponses en texte brut.
Qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que mon LLM sera en capacité d'utiliser tous les outils de la boîte à outils que je vais lui fournir, mais pour les retours de résultats, il va galérer sur certains trucs. C'est-à-dire que les fameuses ressources que j'ai présentées tout à l'heure, qui ont des liens du type « va voir les tickets », // le numéro de ticket qui m'intéresse, ça marche, mais Mistral, en mode local, il ne les prend pas en compte. Il va juste dire « je n'arrive pas à accéder à la ressource ». Donc là, ici, j'ai été obligé de mettre en place un mécanisme pour dire si je ressors des ressources côté MCP, je fais une petite mécanique pour traduire ça en texte brut pour que le LLM, quand il me renvoie sa réponse, si je dis « crée-moi un ticket », il va appuyer sur le bouton, le ticket va bien se créer en base de données parce que moi, en tant que développeur, j'ai branché la logique métier qui va bien derrière. Lui, il va recevoir une réponse, mais comme il n'arrive pas à la lire correctement, il va me dire qu'il va échouer dans son exécution, alors qu'en fait, en réalité, tout s'est très bien passé. C'est juste que lui n'a pas eu le bon indicateur de feu vert de l'autre côté pour dire c'est bon, tout est clean, j'ai réussi à créer ton ticket, il a tel identifiant et voici sa fiche technique. Donc voilà, c'est la petite subtilité, mais sinon, grosso modo, tous les fournisseurs d'IA générative sont plutôt à jour là-dessus, donc normalement, que vous renvoyez du texte ou des ressources, le modèle derrière est capable de le gérer. Bref, petite parenthèse. Et ensuite, on arrive avec le listing des outils et des ressources qu'on va autoriser en fait le LLM à manipuler. Donc là ici, comment ça se passe? En fait, on va appeler notre serveur et on va lui dire dans mon serveur, je vais enregistrer. Donc l'image que je pourrais dire, c'est j'ai ma caisse à outils, je l'ouvre, elle est vide et je décide de glisser un marteau dedans. Pour dire toi, mon LLM, tu as un marteau, tu peux t'en servir. Voilà, grosso modo, c'est ce que je fais dans mon code. Ici, je lui indique, toi, LLM, quand tu vas interroger le serveur MCP, tu pourras créer des tickets. La fonction s'appelle ticket create. Donc lui, il va l'avoir dans son champ de vision. Et après, derrière, pour être sûr que quand vous allez lui parler avec la langue française, le langage naturel, quand vous allez lui dire la phrase « je veux créer un ticket avec les X informations », forcément, il faut que derrière, vous lui mettez toute la fiche d'identité en fait, de l'outil, pour être sûr que lui, quand il va regarder sur sa table, s'il voit le marteau créer de ticket, il se dise « c'est bien celui-là que je dois utiliser ». Et non pas « ah ouais, je suis pas trop sûr, donc je vais encore regarder un peu ailleurs si je peux pas faire autre chose ». D'accord ? Donc là, ici, c'était avant, je lui indique que cette fameuse fonction ticket create, en fait, son étiquette, on va dire, humainement lisible, c'est créer un ticket. La description, bon, j'avais oublié de modifier ça, mais c'est de dire, voilà, c'est pour créer un ticket avec les informations qui seront fournies par l'utilisateur. Et derrière, je lui explique le schéma d'entrée, de données d'entrée que j'attends. Donc là, ici, j'ai mis l'étiquette create input, ticket input, mais grosso modo ici, je lui explique que il va recevoir une sorte d'objet, entre autres, et que cet objet va se décomposer en X paramètres, dont certains qui seront obligatoires, et d'autres qui seront bien évidemment optionnels. Donc là, je lui explique que dans tous les cas, il y aura un titre qui arrivera, en lui mettant la petite description. Ceci sera le titre du ticket. Et donc toi, quand tu vas appeler ta méthode de création de ticket, tu vas devoir brancher cette information-là dans cette case-là. Et ensuite, on lui dit, voilà, tu peux aussi avoir un corps de ticket, donc la fameuse description. Donc pareil, je lui dis, ça c'est la description détaillée du ticket que tu vas recevoir, que celle-ci peut être vide, voilà, si jamais la personne est un peu trop rapide. Et après, derrière, les paramètres optionnels, où je dis, il y a une priorité qui peut être attribuée à ce ticket. Si jamais la personne, elle oublie de la mentionner, pas de problème, mais lui une priorité normale par défaut. Et après, derrière, elle pourra itérer et se dire « oh mince, j'ai oublié, est-ce que tu peux remodifier la priorité de ce ticket? J'ai oublié de te le dire, finalement, c'est pas normal, c'est urgent. » Et hop, il sera en capacité de le faire. Et derrière, on a aussi l'auteur du ticket. Là, j'avoue, j'étais mauvais élève, je l'ai mis en optionnel, j'aurais dû le mettre en obligatoire. C'est quand même quand même pratique de savoir qui a fait sa demande. Mais voilà, dans l'idée, vous devez entre autres dire à votre modèle, tu as un outil, mais pour t'en servir, tu as besoin de tel ingrédient, on va dire. Donc lui, après, il n'a plus qu'à faire les branchements qui vont bien. Et derrière, normalement, c'est censé tourner. Donc ça, c'est la première partie. Et après, derrière, vous lui expliquez comment faire. Et donc ça, c'est la logique métier que lui, en gros, le modèle d'IA générative ne va pas s'en préoccuper.
Lui, il faut le voir vraiment. L'image va être un peu bizarroïde, mais je pense que vous connaissez un peu les Simpsons, la série. Imaginez Homer Simpson qui est vraiment en mode se pose pas trop de questions, il voit un bouton rouge, on lui dit appuie sur celui-là, il appuie sur celui-là, terminé. Voilà, bah là c'est un peu l'idée. C'est juste de dire quand je te demande de faire un truc, c'est ça que tu dois faire. Et il s'occupe pas de savoir que derrière ça allume un moteur, que le moteur il a besoin de chauffer. Non, ça c'est la logique métier. C'est nous en tant que développeurs qui qui gérons cette partie-là et c'est tout. Point. Et donc là ici, donc dans le cadre de ce système de gestion de tickets en base de données, là vous écrivez toutes vos requêtes SQL avec le gabarit, avec les bons paramètres pour faire du bind param. Et donc comme ça, votre requête, vous lui expliquez que il y a forcément X entrées qui sont attendues et donc il ne peut pas avoir X plus 1. S'il y a X plus 1, il rentre en erreur et il ne fait pas la demande. Donc là, on évite tout ce qui est injection SQL en règle générale. Et donc derrière, vous branchez toute la règle métier. Si vous voulez vérifier qu'un ticket existe déjà là-dessus, vous faites les vérifications qui va bien. Vous mettez le code de sortie, le message de sortie à votre modèle. Et donc votre modèle ici, quand MCP fait son travail, on va vous dire, si je trouve un ticket qui existe déjà, je renvoie un JSON avec une clé contenu. Et dans contenu, je lui dis, le texte, le ticket existe déjà avec tel identifiant. Ça remonte côté utilisateur final, terminé. Voilà, il a essayé de créer un ticket. Non, il y a déjà quelqu'un qui s'est positionné sur le sujet, qui a déjà remonté ce problème-là. Nous, on n'a pas besoin d'avoir de doublons. Hop, terminé, on dit oui, c'est bon, pas de souci, il existe déjà et il est sous telle identité. Tac. Et après, sinon, s'il n'y a pas, vous créez votre ticket, vous faites votre petite machinerie en disant voilà comment ça se passe. Vous faites votre ligne, vous l'insérez dans votre base, hop, vous la récupérez une fois qu'elle est créée pour être sûr que tout va bien. Et derrière, vous le renvoyez à votre utilisateur. Et donc là, après, en fonction du modèle que vous utilisez, soit vous mettez tout en texte brut, si comme dans mon cas ici, Mistral en mode local ne prenait pas la gestion des ressources, j'étais obligé donc de traduire en texte que le ticket c'est bon, sinon vous lui renvoyez la ressource définitive et il fera son travail. Donc voilà comment ça se passe sur la création des tickets, sur cette partie-là. Donc après, il suffit juste de démultiplier et de faire ça pour toutes les actions qui seront nécessaires. Donc là, ici, je ne vais pas décrire tout le code, mais une fois que vous avez compris comment le faire une fois sur une action, pour les autres actions, c'est sensiblement la même chose. C'est juste que vous changez la logique métier derrière. Donc grosso modo, si je résume les étapes, c'est donner un nom à cette fonction qui sera affichée dans le panorama de votre modèle d'IA. Ensuite, c'est de faire sa carte d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ticket update status? C'est mettre à jour le statut d'un ticket. C'est quoi la description? C'est mettre à jour le statut avec les données telles qu'elles sont renseignées en base. Donc open, in progress, done, close avec les bonnes nomenclatures, conventions de nommage. Et après, derrière, lui, il fait le boulot de la traduction par rapport à la demande qui sera arrivée en français. Et une fois que votre carte d'identité elle est faite et que vous avez indiqué ce que doit recevoir l'utilisateur, donc là ici, grosso modo, je lui dis pour la mise à jour d'un statut, je dois avoir l'identifiant du ticket que je veux manipuler et la nouvelle valeur du statut. Vous renseignez ça ici. Et après, derrière, hop, terminé, on fait la logique métier. Le LLM, il sait qu'il a juste besoin d'appuyer sur ce bouton pour faire ça et de glisser deux petites pièces qui représentent les informations. La machine fait son travail. La machine renvoie feu rouge, j'ai pas réussi à le faire, feu vert, j'ai réussi à le faire. Le modèle récupère ça et traduit cette réponse de serveur MCP en quelque chose d'humainement lisible pour l'utilisateur final. Voilà, en gros, comment ça se passe. Et donc là, mise à jour de tickets, rechercher un ou des tickets donc avec un système de filtre. Là, vous allez indiquer bien évidemment si vous faites de la recherche par titre, description, priorité, combien de résultats je veux faire sortir à la volée, ainsi de suite, etc., etc. Donc voilà, toujours pareil, serveur, register tool, et donc vous lui indiquez les outils qu'il va pouvoir manipuler. Vous définissez son périmètre d'action. Et ensuite, dans le cas où le modèle peut prendre en compte les ressources, pour décrire une ressource, on va être à peu près sur le même cheminement de création, c'est-à-dire que vous allez lui donner un petit nom. Ensuite, là où ça va différer de la création d'un outil, c'est que vous allez définir un gabarit de ressources.
de dire, bon, bah, si j'appelle des tickets, les URI d'accès seront ticket l'ID du ticket. Et donc, quand on gère du ticket, ça sera forcément ce template, ce gabarit qui ressortira. Et après, derrière, bah, vous dites, pareil, fiche descriptive. Qu'est-ce que c'est censé faire, ce truc? Bah, c'est faire sortir la ressource ticket et la sortir au format JSON. Voilà. Comme ça, lui, le modèle, il sait. Et après, derrière, bah, lui, c'est boîte noire. Bon, la logique métier, vous êtes maître, vous gérez. Et donc, derrière, bon, bah, comment ça se passe? Je fais une requête select pour récupérer mon ticket selon l'ID. Je le récupère, si j'ai ou j'ai pas. Si j'ai pas, je fais la sortie feu rouge pour dire à mon utilisateur après, derrière, désolé, j'ai pas trouvé ton ticket identifiant un tel. Sinon, si j'ai trouvé, eh ben, je mets en place la sortie où je donne l'URI d'accès, donc exemple ticket ticket 123, son contenu, donc son titre, description, la priorité, qui est l'auteur, la date de création, enfin bref, la donnée qui ressort, vous la formatez ici en texte, et après derrière, voilà, vous renseignez, donc application de JSON, et en nom, bah, vous mettez ce que vous voulez. Donc si vous avez le titre, vous mettez le titre, si vous avez l'ID, vous mettez que l'ID, et ainsi de suite. Donc voilà comment ça se passe pour la ressource. Et bien évidemment, il y a la gestion des commentaires. Bah, du coup, bah, si vous avez compris comment créer, modifier un commentaire, faire un ticket, pardon, je vais y arriver. Pour faire ce travail-là sur le commentaire, c'est exactement la même chose. Vous changez juste en fait de contexte, de données à manipuler, mais en soi, la logique à mettre en place derrière reste sensiblement la même. D'accord ? Voilà comment ça se passe après derrière, en termes de code. Et puis, bah, bien évidemment, qui dit un code dit un test. Et donc, MCP, quand vous voulez tester votre serveur, bah, vous n'allez pas partir en prod avec votre casque et en espérant que ça ne se casse pas la figure sur vous. Non, on va lancer un environnement de test. Donc, le protocole met en place un environnement qui s'appelle MCP Inspector, qui vous permet un peu de tester comment réagit votre serveur, et c'est vous qui allez jouer le rôle du LLM en fait, ici. Donc là, vous vous connectez, j'ai fait la méthode de connexion un petit peu en avance pour éviter les petits ralentissements dans la connexion, et donc là, ici, on retrouve une interface où tout ce qui est grisé, c'est ce que je ne mets pas à disposition de mon modèle d'IA. Donc là, en l'occurrence, ici, je ne lui mets pas de prompt à sa dispo. Par contre, j'ai mis des ressources, j'ai mis des outils, et ainsi de suite. Et donc là, ici, si je lui dis, bah tiens, liste-moi des ressources statiques, imaginons vous avez, je sais pas, de la documentation, des docs de procédure sur du SharePoint, bah, vous pouvez très bien les lister en dur ici en disant, hey, la procédure pour déployer une application sur un VPS, c'est la procédure Intel qui est stockée à tel endroit dans le SharePoint. Vous pouvez lui donner en dur et lui, il sait que bah, il peut trouver cette fameuse procédure SharePoint à tel endroit. Là, ici, en l'occurrence, si je clique ici, il va me dire, bah, t'es mignon, mais il n'y a rien. Bah oui, je ne lui ai pas dit qu'il y avait des ressources statiques. Donc quand je clique ici, il me dit, bah là, il n'y a rien, entre autres. Par contre, ici, moi, je lui ai défini des gabarits de ressources. Donc là, je lui dis, bah ouais, je t'ai défini mes fameux tickets, j'ai défini mes fameux commentaires. Et bah si je clique, il est capable de me les lister. Et donc là, après, derrière, je peux cliquer pour tester un petit peu tout ça et dire, bah tiens, ressors-moi le ticket démo 1, tac, lis la ressource, et après, bah là, il me ressort les informations. Donc là, j'ai bien l'URI que j'ai paramétré tout à l'heure, que je vous ai présenté en termes de code. Hop, pas replier ça un petit peu? Si, on peut replier ça. Mais je ne peux pas replier plus, dommage. On retrouve les différentes indications, et dans le texte, eh bien, je retrouve le contenu en format JSON de mon ticket. Donc, je retrouve le titre, enfin l'ID, donc TKT démo 1, le titre erreur 500 checkout, le body de corps qui est stack trace en prod. Bon, bref, un truc que j'ai généré à l'arrache en guise d'exemple. Et après, derrière, bah, le nom du ticket, c'est celui-ci. Donc, je l'ai mis en termes de nom de ressource. Et donc ça, vous pouvez consulter donc, vos ressources et vérifier que ça se passe bien. Après, vous pouvez itérer sur le commentaire. Commentaire, je ne sais plus ce que j'avais mis comme exemple. Tac, on va prendre celui-ci. Nickel. Donc là, je lui dis, bah, tiens, ressors-moi le commentaire Intel. Je lis la ressource. Même principe. Je vais lui expliquer comment templater l'URI d'accès à cette ressource-là. Il récupère.
il me ressort les informations, hop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, donc là c'était pour tester nos ressources, maintenant je peux faire exactement le même boulot sur mes outils. Donc si je dis, bah tiens, toi MCP, je me comporte comme un LLM, je ne sais pas trop ce que je peux faire avec toi, la première chose que je fais, c'est dire, bah ok, qu'est-ce que j'ai à dispo pour pouvoir travailler? Donc c'est ce que va faire votre modèle d'IA quand il va se brancher la première fois. Il va émettre une demande en disant, je suis nouveau, je ne sais pas ce que je peux faire avec toi, qu'est-ce que j'ai à ma dispo? Et donc là, il va nous ressortir toutes les actions qu'on a définies dans notre code serveur, avec les étiquettes qui vont bien. Donc là, ici, je retrouve bien ma méthode ticket create, la fameuse description que j'avais insérée dans la carte d'identité côté code serveur, et ensuite, je retrouve mon formulaire que mon modèle d'IA va pouvoir manipuler pour justement mettre en place cette création de tickets. Donc là, vous pouvez le faire à la main, mettre le nom qui va bien, la description, et vérifier que vous avez un retour positif qui dit c'est bon, la création s'est bien passée côté base de données, et vérifier que tout va bien. Donc là, ici, je vais faire démo GDG, ici, test live, par exemple, priorité normale, auteur PF, je run, et là, il me dit, ok, pas de souci, voici ce que votre modèle est normalement censé recevoir quand ça se passe bien. Un message qui dit « Ok, ticket créé avec l'identifiant un tel » et ensuite le format tel qu'il est renvoyé avec plus de détails. Et donc vous, après, votre modèle d'IA, il va récupérer ça, il va mettre ça en human friendly à lire et derrière, après, pas de souci, votre utilisateur final, il va comprendre et pouvoir continuer à discuter avec votre modèle et faire les actions qui seront autorisées. Voilà, donc là, ça marche pour la création de tickets, donc on peut faire la même chose pour la modification, la recherche, l'ajout de commentaires, lister des commentaires et un petit ping pour vérifier que le serveur répond bien de temps en temps si jamais vous avez un doute éventuellement sur son fonctionnement. Et pour vérifier encore une fois que tout se passe bien, donc là je suis connecté sur l'équivalent de PHP-MyAdmin mais sur mon environnement Docker, mon environnement virtuel, et donc là si je fais un select sur mes tickets, il m'a bien fait, ici je retrouve bien donc mon fameux ticket démo GDG test live, donc comme quoi l'action côté base de données c'est réalisé sans accroc. Voilà, donc ça c'est pour la mise en place serveur. Maintenant il nous reste la deuxième brique à voir, c'est brancher votre LLM derrière, parce que c'est bien beau nous de le tester et de voir que tout fonctionne, mais est-ce que le LLM qu'on va mettre derrière, il va réussir à faire le job lui aussi également? Donc là ici, hop, changement de crèmerie, on passe sur du Python parce que ici j'ai utilisé Mistral, donc je suis allé voir un peu leur doc, j'ai créé ma petite clé API, bon, ça c'est à peu près sur ce process là que vous allez chez OpenAI ou Gemini de chez Google, c'est à peu près la même chose, il faut juste créer cette fameuse clé à mettre dans la bonne serrure pour ne pas vous retrouver à la porte et que la connexion soit autorisée. Et après derrière, bon voilà, vous importez en fait le SDK, donc le kit de développement que le fournisseur met en place à côté. Donc vous utilisez Mistral, vous allez utiliser le SDK de Mistral. Demain, vous utilisez le SDK de chez Anthropic, vous prendrez celui d'Anthropic. Il n'y a pas grand-chose en termes de ligne de code qui va changer parce que pour communiquer avec MCP, ils ont tous utilisé donc ce standard. Donc forcément, il y a juste des noms qui vont changer, mais sinon en termes de paramètres et de mode de fonctionnement, ça va être la même chose. Il y a juste l'étiquette qui change. On dit juste merci Mistral, bonjour Anthropic. Voilà, donc on va faire notre petite moulinette. Et donc là, ici, j'ai décidé pour ce mode local de reproduire en fait un système de discussion interactif avec le LLM directement dans le code. Vous, pour une mise en production, si jamais vous voulez vraiment déployer ça, l'idée, c'est que c'est peut-être pas un mode interactif que vous allez mettre en place directement. Vous allez peut-être juste faire des appels ponctuels avec des demandes en fonction de comment ça va se brancher sur l'outil de destination. Mais là, ici, c'est un peu comme une vente immobilière, je vais vous demander de vous projeter un petit peu. Ici, voilà, on va vraiment tourner tout ça en mode local via le terminal. Donc là, ici, même principe, j'indique que je vais communiquer avec Mistral, donc je présente ma carte d'identité pour dire c'est bon, je suis une personne autorisée. Je configure mon serveur et j'utilise du coup la méthode donc, qui s'appelle stdio server parameters de Mistral pour dire bon là je vais utiliser un mode local
donc sortie standard pour le terminal, et je lui ai dit que bon bah voilà, c'est un serveur qui va utiliser la commande npx pour se lancer, vu que j'ai un serveur en TypeScript Node.js, et je lui ai dit juste bon bah voilà, les arguments c'est TSX, en gros j'ai juste traduit ce que moi j'ai fait comme commande pour tester mon truc de mon côté, pour que lui il la relance de son côté pour la mise en place en communication, en lui indiquant bien évidemment que le serveur qui doit interroger il est à tel endroit. Et ensuite, j'avais créé un agent Mistral, donc là je lui ai donné son petit identifiant en lui disant bon bah l'agent que tu vas utiliser pour manipuler ma base de données, bah, il y en a un qui est dédié à ça, mais vous pouvez très bien aussi passer par un modèle classique, hein. Je l'ai très bien fait avec juste le modèle générique Mistral Medium, dernière version, ça marche très bien aussi. Mais Mistral dans sa doc dit plugger, enfin brancher un agent, c'est comme ça qu'ils l'ont imaginé, mais ça marche très bien juste avec un modèle de base. Et derrière, voilà, on dit juste, bon voilà, je mets en place la connexion MCP de mon client vers mon serveur. Et ensuite, je fais la mise en place de cette connexion. C'est une boucle qui se met en place, vu que je vais itérer et faire comme un chat, comme si j'étais sur la plateforme de Mistral, enfin le chat de Mistral, du coup, qui est la plateforme d'interaction. Et je lui indique que bon, bah voilà, l'utilisateur va pouvoir rentrer ses requêtes, le modèle va les recevoir, et après, derrière, en fonction de ce qui va se passer, je vais lui dire affiche-moi du coup son cheminement de pensée, pour faire simple. Donc je vais dire, moi quand j'ai envoyé ma requête, je veux savoir ce qui se passe. Comment le LLM y réagit. Est-ce qu'il demande au serveur, liste-moi à nouveau tous les outils, est-ce qu'il appelle bien le bon. Donc tout ça c'est pour la partie debug. En gros, les messages en rouge que vous voyez un peu plus bas, que je vais mettre en plus grand dans 2 secondes, c'est pas des messages d'erreur, c'est juste des logs en info, et je lui dis juste, voilà, quand on se connecte et qu'on lance la communication, et que en gros, la carte d'identité elle est valide, et qu'on est la bonne personne à pouvoir accéder, le premier truc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le LLM va se dire, ok, je veux savoir ce que je peux faire. Et donc là, on voit bien qu'il liste tous les outils que le serveur met à sa dispo. Donc c'est vraiment la première action, c'est de dire, ok, je liste mon champ des possibles, et ensuite, je me tourne vers vous, utilisateur, pour savoir ce que vous voulez réaliser comme action avec moi. D'accord ? Et ensuite, hop, après c'est une boucle de conversation. Donc ça, c'est Mistral qui met en place tout ce qui va bien, mais grosso modo, que vous soyez chez un autre fournisseur, ça se passera pareil. Et donc là, ici, vous pouvez discuter avec lui comme si vous discutiez avec Mistral sur le chat. Donc là, si je lui demande, question bateau, qui es-tu ? Hop, il va chercher, ça me dit bien, ça envoie la requête côté Mistral, on a les URL qui vont bien. Et donc là, ici, j'ai ma réponse telle qu'elle va s'afficher côté utilisateur. Donc là, il me répond, il me dit, je suis gestionnaire de tickets. Je m'excuse pour le manque d'imagination pour son nom. Mais je suis un assistant conçu pour t'aider à gérer un système de tickets, création, mise à jour, recherche, ajout de commentaires, etc. Donc déjà, il sait qui il est, il sait ce qu'il peut faire. Alors que moi, dans son prompt, j'étais vraiment très mauvais élève. J'ai juste dit, t'es un agent, tu gères des tickets, point. Je n'ai pas dit ce qu'il pouvait faire. Là, j'ai dit, remets-toi au serveur, il va très bien te dire ce que tu peux faire. Mais voilà, donc il s'est adapté. Il sait qu'il a un nom, il sait qu'il a une petite étiquette où je ne lui ai pas dit grand-chose. Mais grâce aux outils qu'on lui a mis à dispo sur sa table, il se dit, ouais, je peux faire ça. Je suis en capacité de faire ça et voilà, je vous le confirme. Et après, derrière, il me dit, voilà, tout ce que tu peux me demander. Donc, tu peux créer un ticket avec ces infos-là. Tu peux mettre à jour les tickets avec ces infos-là. Et en gros, là, ce qu'il fait, vraiment très bête et méchant, il a juste repris la fiche d'identité de mes outils, les descriptions que j'ai fournies, et il les a juste renvoyées. Voilà, juste pour être sûr qu'il lit bien les bonnes choses. Et après, voilà, comme tout LLM, il m'invite à faire des choses. Et derrière, là, ici, voici les logs. Donc là, je vois bien que je reçois un message, un type message output, le contenu final, donc comment il est retranscrit à côté. Et voilà. Et donc là, maintenant, on peut commencer à s'amuser, hein. Je veux créer un ticket avec les infos suivantes. Et donc là, après, vous faites votre liste de courses. Donc titre, hop, démo en live, GDG via client Python. C'était très simple. Et ensuite, description. Et là, je fais exprès de lui dire description et non pas body, comme je l'ai renseigné dans les outils et dans la base de données. Il va très bien faire le job. Et donc là, ici, test
en direct au village by CA. Hop. Je lui envoie ça. Il envoie la requête. Ça va de chez Mistral. Il va chercher les outils. Et donc là, hop, il me dit c'est bon, ton ticket a été créé avec succès. Pardon. Voici les informations. Son identifiant, son titre, le statut. Bah oui, forcément, je ne lui ai pas dit comment doit être le ticket. Donc il l'a mis en ouvert par défaut. C'est très bien. Priorité normale, voilà, donc on voit bien que le paramètre par défaut qui a été renseigné, il l'a appliqué, parce que j'ai fait mon mauvais élève, j'ai juste mis la moitié des infos. Et la description, donc là ici le fameux body, moi j'ai dit c'est une description, il était en capacité de se dire bon bah ça, je le mets à tel endroit, terminé. Et maintenant il me dit bah ce que tu peux faire, est-ce que tu veux ajouter un commentaire? Donc là, genre prévoir un micro pour la démo, manque de bol, j'en ai déjà un. Mettre à jour le statut, est-ce que tu veux le passer en in progress, donc en cours, est-ce que tu veux modifier sa priorité, voilà, dis-moi, et ainsi de suite. Et donc là, si on va voir un peu comment il a réfléchi, parce que ça, c'est ce qui est retourné pour votre utilisateur final, c'est ce que vous voulez renvoyer, vous ne voulez pas que l'utilisateur final, il voit qu'il y a tel et tel outil, que ça allait appeler Mistral à tel endroit, vous, votre client, à la fin, il s'en fiche, lui, il veut juste dire, je veux chatter, je veux que ça fasse les actions qui vont bien, ça me dit c'est bon, c'est pas bon, terminé, fin de l'histoire. Et bah nous, pour débugger un petit peu tout ça et vérifier que le fil se fait bien, bah voilà, il va dire ok, pour cette demande, je vais appeler une fonction. Son identifiant en tant qu'outil, c'est ça. Son nom, c'est ça. Les arguments qui sont attendus par rapport à ce que j'ai reçu. Donc là, vous voyez, il a bien récupéré mon titre. Il a bien mis au bon endroit dans title. La description dans body. Et puis, il a bien dit, bah, j'ai pas de priorité, moi. Donc bon, bah, je me pose pas de questions. Je la mets en normal, terminé, hein, point. Donc il a bien fait ce... J'ai envie de dire mapping, Oui, je oui, pas le mot on en peut dire. français, mon cerveau en français aujourd'hui ne veut pas. Correspondance. Merci beaucoup, tout à correspondance. fait. Il a fait les correspondances qui vont bien. Et après, il a dit, bon, bah, c'est cool, maintenant je vais faire la fonction de résultat. Donc j'ai juste dit, bon, bah, une fois que tu as créé le ticket, bah, recherche-le pour me le ressortir. Et donc là, c'est ce qu'il a fait. Donc message brut, tac, il me sort les infos, le texte avec tout ce que moi j'ai paramétré. Donc vu que Mistral en local, il n'a pas pris en compte. 3 secondes. C'est bon, c'est revenu. C'est revenu? Oui. Nickel. Voilà, donc je lui dis, bah voilà, ça c'est ce que tu dois renvoyer au client. Maintenant, tu le mets en forme et il faut que ça s'affiche correctement. Et voilà, et après, on a tout ce qu'il faut et on retrouve bien évidemment son petit paragraphe derrière. Oui. Pour en revenir à la réponse sous forme de suggestion que vous pouvez faire désormais, le coup de penser à un micro, ainsi de suite, bien évidemment, ça il l'a déduit Ouais. de ce que, comment se déroule une démonstration générale. En revanche, les comment dire, statut, niveau de priorité, est-ce que ça il a pris parmi des valeurs qui ont été spécifiées justement Ouais. dans la description des tools? Ouais, oui, vous pouvez soit les mettre en description dans les tools ou, encore plus basique, valeur par défaut dans la base de données au moment du renseignement. Ok, mais parmi les valeurs possibles, il ne va pas les inventer. Non. Il ne faut pas qu'il les invente. Il ne faut pas qu'il les invente, non, surtout pas. Ah non, Là, c'est la logique métier. C'est là où on lui dit, t'as un périmètre, c'est un carré, tu sors pas de ce carré. C'est pour ça que bon, donc, ce genre de réponse, déjà qu'on commence à avoir un semblant d'intelligence. Oui. J'ai bien la suggestion quant aux commentaires. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il a déduit, qu'il a, qu'il a imaginé. Oui. Mais le reste, effectivement, ce sont des valeurs prédéfinies. C'est ça, exactement. Et pourquoi aussi il propose le commentaire? C'est parce que dans l'outil commentaire, je lui dis c'est un commentaire qu'on va forcément associer à un ticket. Donc forcément, il a dit, tu en as créé un, est-ce que tu as besoin de rajouter une info en plus? Parce qu'il y a un cheminement logique qui s'est mis en place en disant, je peux le faire. Est-ce que c'est une bêtise de dire que s'ajoute plus de souplesse quant à l'emploi de l'outil par un utilisateur non informaticien que l'utilisation la définition par exemple d'un DSL, des choses comme ça? C'est sûr qu'on met plus de souplesse que là, en tout cas, nous, on l'a pensé pour des clients finaux qui sont vraiment pas axés informatique. Hein. Clairement. Vu que c'est notre cible en la règle générale. En règle générale, on n'a pas à faire des... Et dernière question pour l'instant, est-ce que vous avez constaté des dérives ou des résultats inattendus? Je veux dire par là que juste avant l'annoncement de l'IA générative, on avait un peu prévu ou sont oubliés un peu tous les cas de figure possibles et imaginables, toutes les combinaisons. Comme ces outils sur lesquels on se branche, ils évoluent en permanence, en fonction en plus des réponses parfois qu'on leur donne, y a-t-il un risque ou avez-vous déjà justement constaté que parfois
d'un jour sur l'autre, justement, Mhm. le traitement qu'il réalisait était peut-être un premier jour bon et le jour d'après pas bon, justement parce que, entre manches, il vient, son intelligence avait évolué, progressé. Non, Je pense non, que pas. c'est encore trop récent Ouais, et puis et de peu déployé pour qu'on ait encore ce genre d'hallucination. Ouais. En fait. Et puis Mais, de toute C'est façon, suffisamment borné. ouais. oui, aujourd'hui c'est très borné. ça. Et puis de toute façon, comme c'est vous qui définissez les règles métiers derrière, Oui. il va générer 0 ligne de SQL derrière. Ouais. Lui, il s'est dit juste. Oui, oui. Ouais. Là, en fait, l'idée, c'est de se dire, on lui donne pas la main, on lui dit pas, je veux faire ça. Voici tous les schémas de base de données, comment c'est construit, débrouille-toi. Non, on lui dit juste. Tout au plus, c'est par exemple, je pense, dans un commentaire qui suggérerait d'ajouter, on peut avoir quelque chose de complètement stupide. Oui, non. Pas d'incidence dramatique, on va compte sur. Non. Non, et les MCP, alors c'est assez récent, mais il y a une plateforme alors qu'on a un peu bien regardé qui s'appelle mcpmarket.com, sur laquelle il y a beaucoup de serveurs MCP qui sont dispo. En plus, via GitHub, etc. Il y a Des choses qui reprennent un peu votre exemple. exactement. Il y a par exemple le MCP de Google avec tous les toolbox. Il y a le MCP de Microsoft et qui ne sont pas faits par des gens random. C'est publié par Google et c'est accessible via GitHub. Vous avez les MCP de Git justement. Des outils comme Brevo par exemple. Aujourd'hui, on peut créer des campagnes de mailing via du MCP, via du Mistral. Donc ça c'est fantastique. C'est lui qui génère les mails et après on dit OK, voilà ma base de prospection. Est-ce que tu veux me dire tiens tel prospect où on en est, etc. Donc ça c'est assez puissant. Et donc Salesforce. Salesforce, j'en sais rien. Alors j'ai échangé avec un intégrateur. Un intégrateur, il n'y a pas si longtemps que ça. Pour l'instant, tous ces outils-là ne sont pas forcément dans cette démarche de MCP. Parce qu'ils développent tous leur petite IA. Voilà. Mais il y a quelques CRM qui s'y mettent. J'ai eu un échange récemment avec des gens de chez HubSpot. Je sais que ça y est, ils commencent à se dire s'il y a des potentiels. Donc on a de plus en plus d'outils avec de plus en plus de fonctionnalités. Et ce qui nous permet de connecter de plus en plus de choses. Je sais que le toolkit Google, en tout cas, lui, il est hyper cool. Pour se connecter à Workspace, aller chercher des mails, aller chercher... On peut vraiment plugger à n'importe quel LLM avec notre MCP Google et en faire un Gemini en fait. Globalement, aller chercher des mails. J'ai créé un Sheets, créé un Docs, etc. Pareil avec Microsoft. Aujourd'hui, on peut remplacer Copilot. Totalement. Voilà. C'est des cas d'usage nous on a intégré et qui fonctionnent plutôt pas mal, quoi. Il se passe quoi si tu lui fais une demande de ticket sans description, sans truc, sans quoi? Est-ce qu'il a Il va te le dire. Là, Créer un ticket. je veux juste créer un ticket. Normalement, sa réponse, c'est de te dire j'ai besoin de telle chose. Parce que dans ces paramètres, le fameux input schéma, c'est de dire ça, c'est tes ingrédients, c'est ta matière première. Si tu n'as pas ça, ne fais rien. Enfin, tu peux rien faire plutôt. Oui. Une première question que j'aurais, c'est que est-ce que c'est juste un agent IA de Mistral qui réalise tout ce travail ou bien il y a d'autres agents? Là, j'ai branché qu'un seul agent Mistral. Okay. Là, il n'y a qu'un seul. Et on peut très bien juste brancher un modèle sans agent. Juste le modèle de base, ça passe très bien aussi. Après, juste... il est un peu pire. Comment est-ce que la facturation se passe? C'est-à-dire, avec un seul agent IA, comment est-ce que nous sommes facturés en fait par chaque API de fonction? C'est le nombre de tokens de sortie. Enfin, c'est toujours le même principe, c'est les tokens d'input. La facturation, c'est combien de tokens ça prend pour envoyer votre demande et combien de tokens ça prend à la sortie pour vous envoyer la réponse. C'est le coût de la requête standard d'un LLM. Voilà, quand vous passez par le mode API classique. Le chat Medium. Voilà. C'est le mode de facturation classique. Classique de votre fournisseur. Ouais. En fait, le MCP n'a pas d'influence sur le coût d'usage que vous avez chez votre fournisseur. Ouais. C'est toujours le même tarif, c'est toujours la même métrique de calcul. C'est juste qu'on rajoute la couche de code pour nous mettre en place l'interaction, mais ça n'a pas d'incidence derrière. Après, Une question. Imaginons par exemple qu'on a un système où on ne veut qu'un seul ticket par personne. Est-ce que c'est dans l'outil que vous vérifiez que le ticket n'existe pas, cette personne n'existe pas déjà, ou est-ce que vous nous expliquez au LLM qu'avant de créer un outil, il faut vérifier qu'il n'est pas déjà? Je lui explique. Je lui dis, quand tu fais ta création de ticket, le code est clair, c'est fais déjà moi, en tant que dev, je fais la requête qui va bien pour vérifier l'existence du ticket. Si on trouve un ticket, je te donne la réponse à ressortir à l'utilisateur à la fin. Voilà. Des outils super simples. Voilà, c'est ça. Non, en fait, le noyau dur, ça reste le boulot du dev.
C'est pas le LLM qui va décider du jour au lendemain, je décide de faire ça, ou je décide de modifier la base de données avec la requête alter table qui va bien. Non, 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 là c'est nous, on est les architectes, c'est notre blueprint, c'est comme ça, terminé. Lui, il est juste là en mode, s'il y a une porte pour entrer, j'utilise la porte, s'il y a une fenêtre pour faire passer de l'air, j'utilise la fenêtre. On est bien d'accord qu'un gros élément de confort, souvent, grâce à cette IA générative, c'est que plutôt que de répéter à chaque fois à peu près le même template, je veux créer un outil, etc., si vous lui dites ajoute ticket titré ainsi, est-ce qu'on peut faire exemple? Oui, on peut tester. Hein. Alors là, c'est toujours le grand moment. Soit ça marche, soit ça marche. Redites-moi C'est le démo mode. Hein. Ticket Parce que ça, titré. Et puis, vous mettez un titre. Allez, Tiazerti qui va bien. voilà. Tout est à cause, il doit comprendre. Description, ton texte. Alors, merci pour le titre, pour finaliser la création du J'ai ticket. besoin. J'ai besoin de... Ouais, il a compris. Hein. Voilà, Il a il besoin sait d'une que la description est obligatoire. Donc il le garde en mémoire. Là, je pourrais lui donner une description. Il referait le Ouais, chaînon c'est manquant très pour verbeux, éviter en la... fait, hein. Ouais. Je n'en attendais pas plus. Parfait. Donc, Bah, qui voulait, vas-y. allez-y. Comparé à du LangChain, c'est quoi la plus-value aujourd'hui de l'ECP? Ah, pour le coup, LangChain, je m'en suis jamais servi. Ouais. Donc là, pour le coup, je vais pas être une grande aide sur la question. Donc là, ouais, non. On pouvait déjà faire ça en fait avec LangChain avant, en fait, définir des agents, définir des tools, Ouais. faire des descriptions de fonctions que tu peux appeler, Ouais. et faisait déjà tout seul, mais les MCP aujourd'hui, j'ai l'impression que ça passe. Mais je sais pas pourquoi en fait. C'est sûr. Est-ce que LangChain, justement, il est spécifique à un LLM Ou est-ce qu'il est multimodal aussi? Ah, il est multimodal. Ouais. Parce que pour moi, LangChain, c'est dans une seule application. Ouais, pour moi, c'était ça la définition. Ouais. C'est ça. Pour moi, le Oui, en fait, si tu veux, c'est que, ok, c'est bon. Ton serveur MCP, une fois qu'il est en ligne, si tu as un agent Mistral et le client Mistral, il peut se brancher dessus. Si tu as un agent Gemini, il peut se brancher dessus. Ça reste un serveur. tout ce qui est toute la logique métier. Voilà. Ouais, La logique métier MCP ne bougera pas. Ce qui va juste bouger, c'est le code client qui va se connecter en fait à c'est ça. côté. Et en termes de sécu, du coup, c'est bien mieux parce que du coup, tu files pas ton outil métier, enfin à tout le monde quoi. C'est pas open, c'est toi qui le maîtrises dans un circuit fermé et après tu viens plugger les outils qui ont le droit ou non, sans leur filer l'outil métier quoi. Tu plugs et tu déplugues sans sujet. Et encore, pour aller plus loin, là ici, vu qu'on est en mode local, il n'y a pas trop de questions sur la connexion. C'est voilà, l'IP local, terminé. Mais si ton outil passe en ligne, tu peux mettre de l'authentification derrière. Donc forcément, voilà, c'est derrière. Enfin, il n'y a pas n'importe qui peut se mettre dessus. Oui. Je peux comprendre, parce que là, c'est assez correcté. Ouais. Je veux créer un ticket, créer ticket, titre. Ouais. Mais si on lui décrit un problème plutôt en langage naturel, par exemple, le client vient de me remonter un problème sur la page de connexion. Oui, ou même le client qui dit j'ai un bug sur machin, j'ai une erreur 505 ou 500 sur un. D'après notre prompt, il va être capable d'incréer Ouais. le titre. Il peut même les chaîner. Il peut même les chaîner à côté. Là, je peux en refaire une démo. On va voir si ça tient la route avec le partage de co. Mais le test que j'ai pu faire aussi au tout début, c'était de se dire, si je dis je veux créer un ticket, mais je veux mettre un commentaire aussi tout de suite derrière, dans le même prompt, il va comprendre, il va appeler les deux outils parce qu'il va capter les actions et se dire, ok, ça je peux le faire. J'ai les bonnes matières premières pour les mettre en place, et ainsi de suite. Donc oui. Ça permet de remplir la base de données. Voilà. Généralement, des tickets aléatoires. Ouais. Et petite question piège. Qui c'est qui a créé le ticket? L'auteur du ticket, c'est qui? Ah bah là, vu que je vais pas donner, CPF. c'est pour ça que je dis que j'ai pas été très inventif. C'est que non, c'est pas ici. Tac, tac, tac. Ah bah là, il s'est mis à nul pour celui-ci. Là, j'ai pas fait mon boulot. J'aurais dû mettre une valeur. Je l'ai fait pour les commentaires, pour le coup. Mais en soi, si je donne pas, lui, il va se brancher et je l'ai supprimé. My bad. Il va mettre son nom à lui. C'est qui? C'est quoi son nom? Gestionnaire ticket. C'est son nom tel qu'il s'est présenté quand je lui ai demandé. Ici, il y a une gestion d'authentification. Ah bah ça va être la personne authentifiée. Là, c'est le compte Il est authentifié. authentifié par qui? Par le serveur. Oui. C'est-à-dire que vous allez rentrer, le MCP va se dire ok, je rentre, mais par le biais de telle personne. D'accord, suis donc, on va connecté donner comme- Ouais. Donc
l'agent va demander les identifiants de connexion. Bah, c'est comme si vous vous connectez sur une plateforme de réseau, réseau social, en il sait fait. qui vous êtes. Il a votre ID, donc il sait qui vous êtes. L'agent? Bah, du coup, il va le Bah, récupérer. En fait, oui, dans le bah, code métier, vous allez dire, il y a une connexion qui va se mettre en place. Si la connexion est validée, on dévoile les outils au LLM. Et du coup, comme il y a des actions attitrées, on va dire, bon, bah voilà, quand il y aura un auteur ou personne, on lui dit, bah, il faudra que tu mettes le nom de la personne authentifiée à ce niveau-là. C'est vraiment la règle métier, c'est pas le LLM tout seul qui va décider de le faire. Mais là, vous mettez un agent à disposition pour plusieurs Faire personnes. l'identifiant Oui. dans le chat, c'est pas recommandé. Non, c'est clair. Non. Oui, oui. Ouais, Ça non. sera toujours une modale. Ouais, c'est Oui, ça, voilà. c'est tout à fait. Oui, donc ça va ouvrir une modale, Ouais. récupérer les identifiants, et un Bah, token va être disponible. Ouais. En fait, Vous mettez un JWT ou autre chose. Ouais, c'est ça. En fait, ouais. vous serez connecté à votre compte Mistral, en fait. Vous pouvez pas le faire en Mistral gratuit. Ah, mais comme là, ça. vous mettez à disposition des agents. Oui. Ouais. Oui, d'accord. Oui, donc il y a forcément une fonction de JWT à mettre en place derrière. Effectivement. Ouais. Louis, si tu permets, j'ai une petite question quand même. Comment vous gérez les mises à jour des API? C'est-à-dire que là, sur vos appels, de toute façon, ce qui n'est pas de culture, que les API, les différentes API se mettent à jour. Ouais. Et du coup, si vous êtes en intégration, comment, pour éviter qu'il y ait une coupure de service, est-ce que... Voilà, il faut faire de la veille. Faut Ouais. voir si demain Mistral décide de changer toute sa structure d'API, ça. bah, goutte de sueur, faut tout refaire. Faut changer. Là-dessus, Faut changer ouais. les routes, les éventuels paramètres qui vont bien derrière. Ouais. Mais sinon, non, globalement, quand ils ont fait une mise à jour il n'y a pas longtemps, ils ont quand même gardé sensiblement le même pattern Ouais. dans l'API. Il y a 2-3 petites choses à rajouter, mais ça, normalement, on casse pas la baraque entièrement. Non, Il y a non. des murs porteurs qui sont là, C'est ça. on repasse un Il- petit coup de peinture et c'est Et bon. puis le protocole a été fait en ce sens-là, à se dire, une fois qu'il est installé, on n'y revient pas tous les 4 matins. Donc Oui, il voilà. faut en sorte, les éditeurs, de quand ils font Ouais. des mises à jour, Mm. au moins de nous envoyer Mm. une petite notif mail, Ouais. et à minimum, effectivement, de faire en sorte que les mises à jour soient suffisamment... Alors, soit elles sont majeures, mais elles restent non impactantes. En tout cas, pour les services connectés. Mm. Sauf si demain, je dis une connerie, Gmail disparaît, là, oui, ça va poser un peu de sujet. Ou autre problème, si là, dans le cas de l'exemple, je n'utilise pas un modèle Mistral qui tourne en local sur mon Mac, je suis branché chez Mistral directement. Si le serveur de Mistral il est down ou qu'il a un problème, il va. Ouais, là, le MCP là- il va dire oui, moi je fonctionne, mais de l'autre Là, côté, l'autre, ça ça va, pas moi, pas de problème. Ouais. Peut-être la même question, mais reformulée. Les contributeurs de MCP, Oui. est-ce que justement les pourvoyeurs de LLM en font partie? Oui, tout à Oui. fait. Ok. Oui, c'est en fait Anthropic, donc Claude a poussé cette Ouais. réponse-là. Ouais, Par contre, autour de la table, il y a les autres il y a fournisseurs qui OpenAI qui s'est greffé Ouais. 8-9 mois Google s'est après. branché aussi. Je ne sais pas si ça répond il y a en DeepMind. partie à la question précédente, c'est-à-dire que justement, normalement, on devrait être à l'abri de gros soucis. Oui. Donc, MCP va évoluer, on va dire, sainement. Oui. Oui, bien sûr. Vraiment, au fur et à mesure, Par les éditeurs. C'est ça, Oui, Ouais. oui, tout à fait. modifier eux-mêmes. c'est Non, ça. C'est pas une troupe d'indépendants qui s'est Voilà. dit un jour, allez, on va se plugger, je sais pas où. Non, tout le monde est autour de la table. Ça aurait pu commencer comme ça. Oui, tout à fait. Mais non, ils ont fait ça un peu dans les règles. Et... Oui, non, c'est bon. Donc c'est ok, ouais. Mm. Mm. Voilà. Tout à fait, de tout le monde. Voilà. Donc voilà, c'est la petite démo qu'on a voulu mettre en place pour illustrer tout ça. Donc si on résume la recette Ouais, de on peut faire ça cuisine comme ça. pour On peut mettre dire ça ça en comme ça. place, si on veut rester en mode imagé, on a un serveur à mettre en place et il faut exposer du coup les règles métiers, du moins les outils et les ressources. Ouais. Donc 2 méthodes clés à faire tourner derrière. Register resource qui va dire bon voilà, vous avez de la data en brut, c'est comme ça que ça va se présenter. Il y a aussi resource template. Et si vous avez vos outils, donc les fameuses actions, bah voilà, vous allez dire je vais enregistrer des outils dans le serveur. Et donc là derrière vous mettez tout ce que vous voulez avec le code logique métier que vous allez écrire et que ce n'est pas le LLM qui va l'inventer. Vous restez maître des lieux. S'il faut brancher une prise électrique et que pour brancher la prise électrique je dois éviter tous les câbles pour pas me casser la figure, je lui explique comment faire. Tout à fait. Et il est obligé de suivre la procédure. Il va pas aller à l'encontre de ça. Deuxième partie de la recette, le côté client, le branchement USB-C, si on reste sur le côté KO des câbles et le hub qui va bien de l'autre côté. Donc là ici, nous on a utilisé Mistral, derrière vous mettez qui vous voulez. Normalement, s'ils ont tous été bons élèves, il y a le SDK, donc le kit de développement qui va bien, Pour tout le monde, ouais. avec le langage associé. Donc là ici, on a fait client en mode local, donc avec STDO. Et ensuite, on enregistre le client MCP côté serveur. Et
la dernière question, c'est bien de faire du local, mais comment ça se passe si demain, ça tourne dans le local, c'est cool, mais moi, il faut que je le mette à dispo. Donc, il faut que ça sorte de ma bécane et que ça soit accessible. Et en gros, il n'y a pas grand-chose à faire dessus, si ce n'est juste changer le mode de connexion. Bon, là, ici, bien évidemment, ça va un petit peu plus loin parce qu'il faut le passer en mode serveur. Donc moi, vu que je suis en mode Node.js, j'ai mis du Express de l'autre côté. Ça ressemble à un microservice parce que ça se base que sur le métier du ticketing. Donc j'englobe la logique Express autour. Mais par contre, derrière, au lieu de passer, si j'arrive à voir ma ligne de code ici, au lieu de lui dire tu passes par le code, le transport STDO, j'ai dit tu passes par le streamable HTTP transport et hop, terminé. En gros, si on oublie la partie serveur express, pour mettre un MCP en production en ligne, il faut juste changer le mode de connexion et de transport. Donc ici, switcher de STDIO à HTTP. Et côté client, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que forcément, le client LLM, il faut lui expliquer comment y aller. Donc le code ne change pas au début, on a à peu près la même config. Pareil à la fin sur la partie traitement, ce qui va juste changer, c'est comment on s'enregistre. Donc on quitte la méthode MCP STDIO client de Mistral pour passer sur MCP client SSE et les serveurs params qui vont bien. On lui dit juste voilà comment tu te connectes, l'URL, et hop, après derrière on enregistre pareil. Et c'est la même moulinette en termes de code qui tourne pour faire du monde interactif et pouvoir chatter avec lui en continu. Donc voilà, si on doit retenir des choses de MCP, finalement, c'est que dans sa mise en place, une fois qu'on a lu un peu la doc et qu'on a fait le tutoriel, on va dire, pour comprendre un peu tout ça, c'est assez simple à mettre en place. En plus, comme c'est standardisé, vous ne posez même pas la question de se dire « Attends, parce que je vais travailler avec Gemini, il faut peut-être que j'aille consulter chez Google comment ça se passe. » Non, c'est très simple. C'est MCP qui mène la danse, c'est un standard. Donc, vous vous concentrez que sur lui et vous faites votre logique métier à l'intérieur. Ensuite, comme c'est vous qui êtes maître de ce qui se passe à l'intérieur, il y a la partie sécurité, notamment dans la partie SQL, c'est-à-dire que votre LLM ne va pas s'amuser à inventer des requêtes pour faire des choses. Vous lui dites, voilà, faire un select, ça se passe comme ça, on attend combien de paramètres à l'entrée. Si tu as toutes tes matières premières pour faire ça, vas-y et attends la réponse qui te dit si c'est bon ou pas bon. S'il te manque des choses, hop, tu redemandes, tu émets une nouvelle demande à l'utilisateur pour compléter. Et normalement, il n'y a pas de dérive derrière. En plus, vous mettez vos schémas derrière pour en plus bien ficeler le type et le nombre de matières que vous voulez à l'entrée. Et après, scalable parce que forcément, une fois que vous avez fait votre développement en local, le fait de le faire passer en prod et de le mettre en ligne, il n'y a pas grand-chose à faire changer. Le code métier reste le même. Le code client sur la partie interaction, une fois connexion lancée, reste le même. Il faut juste changer le port que vous allez utiliser. Donc on avait un USB-C pour le mode local, vous passez en mode prod, changez juste le câble pour mettre le câble HTTP, terminé. Il n'y a vraiment quasiment rien à changer sur la partie code pour passer en prod. Et la suite, parce que MCP c'est beau, c'est une première brique à l'édifice, mais ça continue de bouger derrière. Et comme l'a bien expliqué Mathieu au démarrage, Google était présent au salon Big Data IA à Paris la semaine dernière et ils ont fait une démo du protocole agent to agent, le protocole A2A dont ils sont les initiateurs pour le coup. Et là l'idée c'est de pousser encore plus loin cette vision un peu futuriste, on va dire, de l'usage des LLM et des outils. C'est de se dire que maintenant on donne une boîte à outils au LLM, donc il sait comment faire des requêtes, il sait faire ceci, cela. Maintenant on va mettre en place un SDK pour faire exactement le même principe que MCP, mais sur des agents. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre, je vais grossir le trait, mais dans l'idée, MCP, on liste des outils qui ont chacun une spécificité. A2A, on liste des agents qui ont chacun leur spécificité. Ce qui fait que là, si on transpose sur notre exemple, là, mon agent, c'est plus un agent gestionnaire, c'est un agent chef d'orchestre, on va dire. Je lui dis, j'ai besoin de gérer des tickets ou j'ai besoin de créer un ticket. On va regarder la requête très simple. Il va regarder son répertoire de collaborateurs. Il va dire, OK, c'est l'agent un tel qui sait faire ça. Je vais lui envoyer la demande. Cet agent-là, ce serait le même que je vous ai présenté, qui se dit, OK, c'est bon, j'ai la requête, je peux la faire. J'active les logiques métiers qui sont à ma dispo. La base de données me dit feu vert, feu rouge. J'envoie le résultat au chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il dit « Ok, ça a marché ou ça n'a pas marché ?» et il traduit la réponse à l'utilisateur final derrière.
Donc après, il y a vraiment ce système de délégation de corps métier en fait qu'on va pouvoir mettre en place. Et pour le coup, là c'est ma faute, c'est moi qui est mauvais élève, j'ai oublié les noms des plateformes de Google, mais c'était hyper intéressant. Ils avaient fait une démo avec un peu comme un inspecteur, mais j'ai oublié le nom. Oui. Et- Pardon? Non, il avait un autre nom, j'arriverai pas à... Il a présenté plein de trucs intervenants en plus. Mais en gros, on retrouve une interface un peu comme MCP Inspector, mais vraiment dédiée aux agents. Et on voit quand on émet un prompt, l'agent avec l'interface Gemini qui dit « Ok, je reçois telle demande. Ok, je consulte ma liste d'agents. Ok, j'ai trouvé le bon. » Et on le voit dans son mode réflexion qui dit « C'est celui-là avec tel ID que je vais appeler. Voici comment je lui transmets la demande. » Et on voit tout le cheminement avec l'agent qui a été sollicité, a répondu à l'appel. Oui, il a réussi à faire l'action. Non, il n'a pas réussi à la faire. Je récupère, moi, en tant que chef d'orchestre, la réponse. Et ensuite, on a la réponse humainement lisible qui s'affiche dans l'interface. Et donc, voilà. Et pas Agent Space? C'est pas Agent Space C'est peut-être bien. ce qu'ils ont présenté? Je pense que c'est ça. Ça s'appelle Agent Space. Google Agent Space. Ok, merci Mathieu. Merci, Bravo. merci. Donc voilà, donc là l'idée c'est de dire, voilà, on a MCP, c'est la première pierre à l'édifice. A2A elle est déjà dans les starting blocks, Oui, et donc c'est utilisé, il est déjà même utilisé. On voit que la plateforme elle est aboutie. Salesforce l'utilise. A2A. Bravo. Et donc voilà, l'idée c'est de dire c'est que A2A ne va pas venir là pour remplacer MCP, il va être en complémentarité en fait de ce dernier. Ouais. Donc on peut imaginer vraiment un organigramme Que, toute proportion gardée, Oui. ça ressemblerait à du zéro conf, à du LNTP, en gros découverte de, comment dire, de services automatiques. Ouais, en infra, ouais, en toute proportion gardée. Hein. Oui. Oui. Oui, à peu près. Mais oui. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Là, c'est A2A, à voir comment il va évoluer. Oui, et puis là, c'est le propriétaire Google. Là, c'est Google, donc on va voir comment ça va bouger derrière. Ouais. Mais voilà, il y a vraiment cette dimension de se dire, bah oui, là, on met à dispo des outils au LLM pour faire des actions. La vision vraiment tout de suite après, c'est des agents maintenant qui vont bosser entre eux. Alors, je grossis le trait, hein, mais c'est un peu comme ça que ça a été amené. Oui, pardon. Et on a vu tout à l'heure que du coup la philosophie du MCP c'était vraiment l'open source. Ouais. Du coup, il y a la même philosophie avec la 2A. Non, c'est Google. Là, c'est Google propriétaire pour le coup. Propriétaire Google, pour tester les outils, il faut passer par les plateformes de Google. Non, donc il y a le petit côté estampillé Google. Je pense qu'ils vont, qu'ils vont le filer tout le reste pour rester dans cette dynamique-là. Oui, tout à fait. Donc, Après, la logique, ça serait ça. Après, est-ce que la logique va vouloir que Google l'a développé, donc OpenAI va le faire, donc Mistral va le faire, et que chacun va avoir son protocole? Voilà, il est probable qu'on risque d'avoir ce genre de choses. Faut pas qu'il fasse ça. Après, faut pas qu'il le fasse. Ça, je veux pas lire 3 docs différentes, moi. Bien sûr. A2P, là, en tout cas, A2A, effectivement, à la présentation, c'était vraiment leur grosse nouveauté, leur grosse tendance. C'est utilisé déjà par beaucoup. Alors, des gros, Capgemini, Salesforce, Atlassian, etc. ont déjà ce protocole en place et fonctionnel. Ça a été un peu les bêta-testeurs de cette fonction-là. Aujourd'hui, je ne sais plus combien ils sont à utiliser la 2A, mais il y en a un paquet. Je crois que c'est plus de 120 et quelques utilisateurs de ça. Donc ça va très vite. Mais oui, après, est-ce que ça va devenir un standard? Ce serait bien. Sans vouloir être trop dystopique, la troisième étape, c'est en gros comment se débarrasser d'humains. En fait, on en a pas besoin. C'est probable. Hein. C'est probable un moment. Comment on crée les agents en fonction des problématiques qu'on a nous-mêmes. Oui. Après, oui, tout à fait. Format un peu N8N, là, tout à fait. J'arrive pas, justement, là, avec cette dernière étape, là, moi, j'ai pas la chance d'être dev, qui bien chante parce que j'aurais bien aimé connaître un petit peu les rouages, mais en touchant un peu à du N8N ou du Make, je découvre pas des trucs géniaux. J'ai l'impression qu'au début, il y a plus de boulot pour la personne qui fait nos codes, parce qu'il faut tout prévoir, YouTube. Et quand j'ai vu ce qu'a dit monsieur là, avec le dernier agent qu'a fait OpenAI, ok, il est pas au point, ok, c'est le début. On peut dire que Make et N8N ont encore aujourd'hui 5-10 ans, 5 ans d'avance. Là, ce qu'ils ont commencé à faire, là, je connais 2 boîtes, là, pour serrer les fesses. Ils ont les munitions, ils ont les canons.
faut utiliser les opérateurs. Ouais, c'est clair. Non, après, là-dessus, de toute façon, on le voit, hein, depuis 1 an et demi, ça n'arrête pas de bouger, protocole, MCP, A2A. Alors oui, A2A, je comprends, hein, le côté non révolutionnaire, entre guillemets. Maintenant, il faut voir, je pense, dans l'usage réel. C'est un côté plus naturel. Ouais, je pense qu'il y aura un côté plus naturel. Il y aura peut-être un côté aussi fiabilité qui peut être présent. On sait que Google aime bien faire des choses qui sont plus ou moins stables. En tout cas, quand ils le font, ils essaient de le faire bien. Donc après, à voir ce que ça va donner. Oui, je vois on a vu tout ce qu'a fait OpenAI. Après, c'est pareil, est-ce que ça va devenir un standard? Est-ce que, comme Pierre-François le disait, est-ce qu'à un moment, à avoir trop d'outils, on ne va pas vouloir vraiment peut-être en choisir qu'un seul et puis dire ça sera notre standard? Ouais. Ça, après, ils ont créé 100, ils en ont pété 50. C'est ça. C'est ça. Donc après, on verra bien. L'autre problème aussi, enfin ça c'est mon avis personnel en tant que dev quand j'ai participé à la conférence de Google sur A2A, c'est que Google a mis l'accent aussi sur tous les outils Google qui gravitaient autour. Ouais, donc Vertex, ça a marqué un peu ce côté... pour utiliser ça, il faut vraiment rentrer la porte et embrasser l'univers Google parce qu'il y a APIs Hub qui va se brancher derrière, il y a ceci, il y a cela. Il y a Vertex, il y a machin là. Il y avait ça et il disait attendez, mais en plus il va pouvoir brancher du BigQuery. Alors, là j'ai lâché parce que BigQuery, j'ai jamais touché de ma vie, mais j'étais en train de dire ok, ça peut être cool, mais il faut embrasser Google. Ouais, c'est ça. C'est chez AWS où il faut quasiment rentrer en religion. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, A2A, on voulait le présenter parce que ça paraissait être la suite logique. Logique de le mettre dedans. Ouais. Après, par rapport à MCP, voilà, on est vraiment décorrélé de ce côté open source. Et on espère que ça va découler sur des modèles open source. Là, pour pouvoir vraiment avoir des environnements MCP open source. Là, pour le coup, sur cette partie-là, on est un peu en mode wait and see. Ouais, c'est ça. Clairement, parce que voilà, il y a des belles promesses qui sont annoncées derrière en termes de technologie. Par contre, après, sur le comment, voilà, là pour l'instant, on est encore un peu en mode, bon, là c'est Made in Google, venez chez Google. Après, reste à voir si on passera sur de l'open source comme ça. C'est le futur de l'IA et notamment la prochaine problématique qu'il y aura, c'est comment on se fait bien référencer par le premier ajout. Ouais, voilà. Ça sera un autre sujet. Ça, je suis bien d'accord. Exactement. Tu devras répondre à ça. Ouais, et voilà. Tout à fait. $1 million pour cette personne. Voilà. Donc, la petite phrase de fin, c'était de se dire, bon, bah, sur tout ça, par rapport à ce qui se passait avant, branchons l'avenir, faisons des trucs standardisés et débranchons le chaos et arrêtons de faire chacun nos choses à notre sauce. Balance et essayons d'avoir toute la même chose et un environnement beaucoup plus simple à utiliser. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.